D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une grande couturière québécoise, Chantal Desmarais, de l'entreprise D majuscule. Ils sont à Laval et à Montréal. Je suis en compagnie de trois ministres, donc Sylvie Damour, Lionel Carman et Nadine Béraud, et de quatre députés, Denis Lamotte, Isabelle Lecourt, Yann Lafrenière et Christopher Skeet. Je veux faire une annonce aujourd'hui sur un groupe d'action pour lutter contre le racisme, mais je vais me garder ça pour la fin. Je veux d'abord vous parler de deux sujets. La pandémie, la situation actuelle, et puis, bon, ce qui s'est passé la semaine dernière avec la loi 61 sur les infrastructures. Commençons par la pandémie. Ça fait 3 mois qu'on mène une bataille contre le virus pour essayer de limiter la propagation du virus. Je dirais qu'après 3 mois, on peut dire qu'on a eu une défaite et une victoire. La défaite, évidemment, c'est dans nos centres de soins de longue durée, donc que ce soit les CHSLD, les RPA, les RI. On a eu 4700 décès. Juste donner un ordre de grandeur, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui vivent en résidence au Québec. On en a 218 000, mais il reste que quand même, là, c'est inacceptable ce qui est arrivé dans nos résidences de soins de longue durée. Je ne veux pas aujourd'hui faire tout le bilan. Il y aura éventuellement des enquêtes, mais il reste que quand même, on a un devoir de corriger ce qu'on est capable de corriger. Puis le principal problème qu'on a vécu, c'est un manque de personnel. Rappelez-vous, au début, avant même que la crise arrive, il nous manquait 10 000 employés. Ensuite, il y a des personnes dans le personnel qui ont été infectées ou qui ont eu peur d'être infectées. Donc, il y a un autre 10 000 employés de plus qui ont quitté. Donc, il nous en manquait 20 000. On a fait appel, j'ai fait entre autres un appel à tous, puis via Je contribue, on a réussi à trouver 10 000 volontaires qui sont venus travailler, qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais je veux, puis je leur dirai merci toute ma vie, sont venus nous dépanner, 10 000 personnes. Mais il nous manque encore 10 000 personnes formées. C'est pour ça que je suis très content de vous dire, ce matin, cette semaine, parce qu'il y en a qui vont commencer demain ou dans les prochains jours, on va avoir 9 800 personnes qui vont commencer une formation de 3 mois jusqu'au 15 septembre. Et on a convenu avec à peu près 2000 employés actuels qu'on ne voulait pas perdre cet été de faire les formations cet automne. Donc, il va y avoir une deuxième cohorte avec un 2000. Vous allez me dire 9 800 plus 2 000, ça donne plus que 10 000. Bien, si on en a plus que 10 000, tant mieux. Mais ce n'est pas impossible qu'un certain nombre de personnes soit échouent le cours, soit qui sentent que ce n'est pas leur place de travailler dans un CHSLD. Donc, l'idée, c'est d'être bien sûr d'en avoir au moins 10 000 formés. Et l'autre chose aussi, pour assurer peut-être les résidences privées, il y a 1700 candidats, candidates qui n'ont pas été retenus, mais qui ont accepté qu'on transfère leur CV dans les résidences privées. Donc, ces personnes-là vont pouvoir aller aider aussi dans les résidences privées. Mais je veux revenir sur l'autre bataille, parce que la première bataille qu'on a perdue a un peu caché, beaucoup caché, avec raison, l'autre bataille qu'on a gagnée. Je disais, on a 200 000 personnes qui sont dans nos résidences. Ça veut dire que sur 8 millions et demi d'habitants, il y en a 8,3 millions qui n'étaient pas dans les résidences. Puis dans ces personnes-là, il y a eu 500 décès. Bon, un décès, c'est un décès de trop. Mais quand on regarde le ratio, quand on se compare, si on n'avait pas eu la situation catastrophique de nos CHSLD, ça aurait été
une victoire sur toute la ligne. Mais il reste que quand même, moi je veux dire un énorme merci aux Québécois. Parce que pourquoi dans la communauté on a eu si peu de décès? Bien parce que les consignes ont été suivies. Ça a été même prouvé. Quand on a, via toutes sortes de façons, fait des recherches, regardé les 10 provinces, les 50 États américains, c'est ici que les gens se sont le plus confinés à la maison. Ça a aidé à protéger les plus vulnérables, puis ça a aidé à sauver des milliers, même des dizaines de milliers de vies, selon des scientifiques. Donc, il faut quand même se réjouir de cette victoire. Oui, on a eu une défaite dans les CHSLD, mais dans le reste de la population, grâce aux efforts des Québécois, on a eu quand même une grande victoire. Bon, projet de loi 61. Je veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Vous savez, au Québec, on a beaucoup de rattrapage à faire dans nos infrastructures. On a des routes, on a des projets de transport en commun, on a des écoles, on a des hôpitaux à agrandir, à bâtir. Puis on a nos CHSLD qu'on va maintenant appeler des maisons des aînés, où on doit aller plus rapidement. Ça ne va pas assez vite. Puis je veux répéter un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est un problème qu'on avait avant la crise, avant la pandémie. Surtout dans 3 ministères. D'abord, le ministère des Transports. Depuis 1 an et demi, je ne calcule plus le nombre de fois que soit un député, soit le ministre des Transports lui-même est venu me voir pour me dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'avance pas, là ». Et puis oui, on enlève de la bureaucratie, mais il reste qu'il y a des règles, puis il faut changer les lois. Donc, vrai en transport. Dans nos écoles, on le sait, on a un grand projet pour avoir des belles écoles, rénover, bâtir des nouvelles écoles. Depuis 1 an et demi, je ne compte plus le nombre de fois que Jean-François Roberge et des députés qui sont venus me voir pour me dire « les projets d'école, ça n'avance pas assez vite ». L'autre secteur, c'est la santé. En santé, c'est la même chose. Là. Il y a des hôpitaux qu'on attend là, depuis plus de 10 ans. On est encore sur les étapes d'expropriation, d'évaluation environnementale. La conclusion, autant de Daniel Mécan que Marguerite Blais dans les CHSLD, c'était « ça va prendre des changements à nos lois pour aller plus vite ». Puis à l'environnement, Benoît Charette a augmenté le nombre de personnes à l'environnement, mais malgré ça, lui aussi est arrivé à la conclusion qu'il faut aller chercher un meilleur équilibre. On ne peut pas tolérer que des projets soient retardés pendant des années, là, je pèse bien mes mots, des années en attendant des évaluations environnementales. Tout le monde au Québec est d'accord pour dire qu'il faut respecter l'environnement. Mais est-ce que c'est normal que ça prenne des années avant de compléter des évaluations environnementales? Je pense que non. Bon. Il y a eu aussi toute la question de la corruption. Il n'y a pas personne dans le gouvernement qui veut revenir à donner des cadeaux à des bandits parce qu'ils ont fait de la collusion pour avoir des contrats. Donc, moi, je pense qu'on est capable de faire des infrastructures plus rapidement sans avoir des délais qui durent 4 à 7 ans pour chaque projet. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, la session n'a pas été longue. Donc, je ne veux pas aujourd'hui blâmer qui que ce soit, mais je veux juste dire qu'il va falloir se reparler dans les prochains mois avec les partis d'opposition, avec les groupes environnementaux, avec les gens qui ont travaillé sur la commission Charbonneau, avec toutes les personnes qui sont impliquées dans des projets. Mais il faut être capable de faire nos projets dans des délais raisonnables, sans négliger les évaluations environnementales, puis sans tomber dans de la corruption, dans de la collusion. Ça, c'est très clair. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'était une longue introduction, mais c'est une introduction que j'ai ruminée toute la fin de semaine, là. Et puis, faut au Québec travailler ensemble. Puis, s'il y a un dossier sur lequel
là, j'arrive sur l'annonce du jour, s'il y a un dossier sur lequel il faut travailler ensemble, c'est la lutte au racisme. C'est important, là, on est capable au Québec de faire disparaître ça. Et donc, très fier d'annoncer aujourd'hui qu'on va créer un groupe d'action contre le racisme qui va être coprésidé par Lionel et Nadine, mais qui va aussi être composé de Sylvie, donc qui va s'occuper des Autochtones, parce qu'il y en a du racisme de ce côté-là. Il va y avoir aussi 4 députés qui sont en salle avec nous. Denis Lamotte, Denis qui a été policier avec les Autochtones, donc connaît bien le dossier. Isabelle, bien là, ça sera à toi d'expliquer pourquoi c'est un dossier qui te tient à cœur, mais bon, tu pourras parler aux journalistes si tu le veux de tes enfants. Yann Lafrenière, ben, c'est l'adjoint aussi de la ministre de la Sécurité publique. Il était policier, porte-parole, donc connaît bien les problèmes de racisme. Christopher Ski, hein, qui est un petit peu... là, je vais faire attention parce que... Hein, qui est un peu Christopher, ouais, c'est ça. Donc, qui est responsable, qui est mon adjoint parlementaire aussi auprès des communautés anglophones. Donc, ces 4 députés, les 3 ministres, mes 2 coprésidents vont donc coprésider le groupe d'action. Puis le mot important ici, c'est le mot action. Vous le savez, moi, je ne suis pas un grand fan des comités, des groupes, des forums, des tables et tout ce que vous voudrez. Donc, j'ai demandé aux 2 coprésidents, coprésidentes, d'arriver rapidement avec des actions, des recommandations d'action dès l'automne pour qu'on puisse rapidement poser des actions efficaces. Ça va toucher plusieurs secteurs. Évidemment, la sécurité publique, mais pas seulement la sécurité publique. Le problème est beaucoup plus large que ça. Il y aura aussi la justice, le milieu scolaire, le logement, l'emploi. On n'en parlera jamais assez. Donc, ils vont déposer ce groupe des 7, c'était des peintres dans le temps, hein, le groupe des 7, des recommandations concrètes d'ici l'automne, parce que c'est important qu'on agisse, puis je suis convaincu qu'on est capable de travailler ensemble. On a tous été touchés par ce qui s'est passé aux États-Unis, mais en même temps, on ne veut pas importer ce climat d'affrontement qu'on voit aux États-Unis. Je pense qu'il y a un consensus au Québec, un grand consensus, ce n'est pas l'unanimité, consensus sur 2 choses. 1, la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes. 2, il y a du racisme, il y a des personnes racistes au Québec. Et on a un devoir de résultat. Donc, il faut qu'on agisse, de le faire à notre façon, de le faire ensemble, donc d'éviter de se diviser, entre autres, sur un mot. Là. Il y a un problème de racisme et il faut se battre pour ne plus tolérer de racisme au Québec. Donc, on est rendu à l'étape de passer à l'action. Puis, je vais passer la parole à nos 2 coprésidents et à la ministre des Affaires autochtones pour vous parler un petit peu de comment ils voient ça. Mais, avant de passer la parole, I want to say a few words in English. Good afternoon. I'm here to announce the creation of an action group against racism. The key word here is action. Ministers Nadine Giraud and Lionel Carman will preside this group. Minister Sylvie Dameau will be in charge of the situation lived by First Nation, and they will be helped by Isabelle Lecourt, Yann Lafrenière, Christopher Skeet, and Denis Lamotte. Their mandate will be to identify the actions that we can take against racism in sectors where there are problems. We're thinking about public security, justice, schools, housing, and workplace. The group will hand in their recommendations next fall so that we can take action quickly.
We were all touched by what happened in the United States. We don't want to import the climate of confrontation. There's a consensus on two things in Quebec. First, the vast majority of Quebecers are not racist. But two, there is racism in Quebec. So we must act against racism by working together. We can't tolerate racism in Quebec anymore. We must take action. Thank you. Et là, je passe la parole à Nadine Giraud. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Carman, Madame Damour, Mesdames et Messieurs, mes collègues députés, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord vous remercier, Monsieur Legault, pour votre confiance. Et à vous tous, je souhaite partager ma grande motivation à m'engager activement dans ce groupe d'action contre le racisme. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une personne de nature positive, une personne d'action. Je crois, comme le Premier ministre, qu'il faut savoir transformer les enjeux et les drames en opportunités vers le changement pour le meilleur et pour l'avenir. Les derniers événements ont réveillé une colère trop souvent silencieuse. N'ayons pas peur des mots, il s'agit d'une question de droit de la personne, au même titre que l'égalité femmes-hommes. Nous le savons, les minorités sont sous-représentées partout dans notre société. Déjà, de reconnaître le problème, c'est une partie de la solution. Mais il faut aussi accepter de dire que ça dure depuis trop longtemps. Il faut aller plus loin et clairement créer des obligations de résultat. Personnellement, j'ai eu de la chance dans la vie. La société québécoise a été généreuse à mon endroit et c'est pour cette raison que je souhaite maintenant redonner, faire la différence, jouer un rôle actif dans ce comité. Le Premier ministre fait preuve d'une grande volonté politique. J'ai choisi de m'engager avec la CAQ parce qu'il est un homme sincère qui veut vraiment faire une différence. Nous avons ici un rendez-vous avec l'histoire et c'est un legs auquel je suis honorée de participer. Votre gouvernement peut faire la différence pour les jeunes et les générations futures. Avec Lionel, Sylvie, mes autres collègues députés, nous allons proposer des actions concrètes pour obtenir des résultats rapidement pour la société québécoise. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière d'être québécoise. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Lionel Carman. Monsieur le Premier ministre, Madame Giraud, Madame Damour, chers collègues, membres du groupe d'action contre le racisme, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et fier que le Premier ministre nous ait nommés pour prendre sous notre charge de lutter contre le racisme au Québec. Merci beaucoup. Heureux parce qu'il est temps de passer à l'action. Fier de faire partie de ce groupe parce qu'au 21e siècle, il n'y a plus de place pour le racisme dans notre société. Chacun, chacune, peu importe sa couleur de peau, son héritage culturel, ses orientations, doit pouvoir s'épanouir pleinement dans notre société. La société québécoise est l'une des plus ouvertes que je connaisse. Je le répète, c'est le meilleur endroit que je connaisse pour y élever sa famille. Mais il y a encore du travail à faire pour changer certaines mentalités. Il faut poser des gestes concrets et rapidement. C'est pourquoi nous irons au-devant des communautés, des groupes victimes de discrimination et des experts comme la CDPDJ afin d'entendre leurs préoccupations et ensemble trouver des solutions. Le Québec est riche de sa diversité. Chaque communauté a apporté sa contribution à l'édification du Québec dans lequel nous vivons actuellement. Il est temps de le reconnaître et que chacun y trouve sa place. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai accepté ce mandat. Je vais m'y consacrer pleinement avec mon enthousiasme et je suis convaincu que cet exercice va faire évoluer notre société vers une acceptation de l'autre sans jugement, sans peur, mais uniquement pour ce qu'il est et de ce qu'il apporte avec sa diversité. Merci encore de cette opportunité. Merci Lionel. Maintenant, Sylvie Damour. Merci, Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres et chers collègues députés. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui est important pour moi comme citoyenne d'un Québec que l'on souhaite progressif et aussi comme ministre responsable des Affaires autochtones. Non seulement en raison du contexte des dernières semaines. Il y a un petit problème. Merci.
Donc, salutations d'usage, merci. Je recommence ce qu'on vous annonce aujourd'hui est important pour moi comme citoyenne d'un Québec que l'on souhaite progressif et aussi comme ministre responsable des Affaires autochtones. Non seulement en raison du contexte des dernières semaines, mais aussi à la suite de la publication de 2 rapports historiques. Le rapport de l'Enquête nationale pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Dès leur publication, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les appels à la justice et à l'action de ces rapports, et ce, en collaboration avec les Premières Nations et les Inuits, et ça demeure notre priorité. Les résultats de ces 2 rapports seront très précieux pour le travail à venir. Je suis convaincue que c'est par des gestes comme celui d'aujourd'hui que nous parviendrons à lutter contre le racisme dans nos sociétés. Notre mandat nous amènera à consulter les experts et les organismes du milieu. Je sais que leur expérience et leurs connaissances sont précieuses et ils pourront nous guider dans l'élaboration d'actions concrètes pour un Québec juste et équitaire pour tous. Je vous demande de joindre vos efforts aux nôtres. Je souhaite également souligner la participation du député d'Ongava, M. Denis Lamotte, qui est également mon adjoint parlementaire au sein de ce groupe d'action, ayant travaillé de nombreuses années auprès de la population inuit et crie. Son expérience nous sera très précieuse. Le travail qui nous attend est très important et je suis convaincue qu'ensemble, on y arrivera. Merci. Micro à votre droite et à votre gauche. Vu le nombre important de journalistes, on va se limiter vraiment à une question par journaliste. Première question du Devoir. Oui, bonjour, Guillaume Bourgault-Côté. Vous dites, M. Legault, s'il y a un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble, c'est celui-là. Pourquoi il n'y a aucun membre des partis d'opposition dans ce groupe-là, alors qu'on a vu dans d'autres dossiers comme les violences sexuelles, fin de vie, etc., que le travail conjoint pouvait aussi donner des résultats? Donc pourquoi il n'y a personne actuellement? Bon. D'abord, les partis d'opposition vont être appelés à faire des propositions. Ce qu'on veut, c'est un groupe d'action qui agisse rapidement. Rappelons-nous que l'Hystério, pour ne pas la nommer, avait déposé un plan d'action pour lutter contre le racisme. À un moment donné, on doit agir rapidement. Donc, si on avait parlé, par exemple, d'une commission parlementaire transpartisane, on en aurait eu pour 6 mois, 1 an, avant de passer à l'action. L'idée d'avoir un groupe gouvernemental, c'est d'être capable d'arriver rapidement avec des actions, des recommandations d'action dès l'automne. Madame Giraud, Annie vous dites Guillemette, Cogeco. partie de la solution. On a parlé de racisme systémique la semaine dernière, M. Legault. J'aimerais savoir, est-ce que ce groupe d'action doit travailler en considérant qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, ou si dans le cadre des travaux, on pourrait arriver à cette conclusion-là et donc orienter les recommandations en fonction de ça? Oui, écoutez, je pensais que vous posiez votre question à Nadine, mais il y a plusieurs définitions du mot systémique. Moi, ce que j'ai dit, là, je veux qu'on travaille ensemble autour de 2 consensus. 1, la majorité des Québécois ne sont pas racistes, donc on ne fera pas le procès des Québécois. Mais 2, il y a du racisme au Québec et on ne doit plus le tolérer. Donc, plutôt que de faire des débats autour d'un mot où on sait que 2 groupes au Québec, 2 familles de pensée, concentrons-nous à lutter contre le racisme. On va. Est-ce que donc le groupe d'action vous allez travailler en fonction de cette idée qu'il n'y a pas de racisme systémique? Vous savez, le mandat du groupe d'action. Excusez-moi. Le mandat du groupe d'action est très clair. C'est d'identifier des secteurs prioritairement où des mesures sont nécessaires pour contrer le racisme. On a indiqué plusieurs secteurs tout à l'heure. Le deuxième, c'est vraiment de prendre en compte les réalités particulières que vivent les personnes qui sont issues des minorités. Et la troisième, c'est d'élaborer puis de dévoiler des actions concrètes qu'on peut mettre en place. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on va rencontrer différents types de personnes, on va rencontrer différents groupes,
et on va rencontrer plusieurs réseaux communautaires qui vivent ce racisme-là, et c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut s'attaquer directement à mettre des mesures précises et actionable en anglais en place. On va se limiter à une question, s'il vous plaît, par journaliste. Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Monsieur Carman, vous avez un peu rapidement parlé de ce que vous allez faire, la démarche comme telle. Si vous voulez des actions à l'automne, vous avez 3 mois devant vous. C'est comme le délai d'une première vague de pandémie. Quelles seront vos démarches de consultation, de réflexion pour arriver à des actions concrètes? Mais écoutez, dès cette semaine, on va se réunir avec le groupe. On va se donner un mandat, on va se diviser la tâche, parce que c'est pour ça qu'on est 7 aussi. On va lancer des invitations à plusieurs groupes, comme ça tout le monde sera entendu, et ensuite on va se mettre au travail. Moi, je crois qu'en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Le mandat est clair, les solutions sont connues. Là, on a lu des dizaines et des dizaines de rapports sur le racisme au Québec. On sait ce qu'on a besoin d'améliorer. On va travailler là-dessus, on va se mettre à jour, et on va travailler avec les différents groupes pour avoir des résultats d'ici 3 mois. Hugo réserver le Giguère, on va passer à la prochaine question. Il y a beaucoup de journalistes. On va passer à la prochaine question. La presse canadienne. Oui, Monsieur Legault, il y a le gouvernement fédéral qui a reconnu précisément l'existence du racisme systémique. Il y a la Ville de Montréal qui reconnaît précisément l'existence du racisme systémique. Vous avez décrit vous-même la situation tantôt en disant le problème est plus large que la sécurité publique. On parle de la sécurité publique, l'éducation, la justice, le logement. Est-ce que ce n'est pas précisément la définition du racisme systémique? Pas selon moi. Selon vous, peut-être. Et puis c'est pour ça que je dis au Québec, il y a comme un peu 2 familles, 2 groupes. Il y en a qui ont une certaine définition du mot systémique. Il y en a d'autres qui ont une autre définition du mot systémique. Plutôt que de chicaner, moi, je veux qu'on arrête de se diviser, qu'on travaille ensemble à lutter contre le racisme, plutôt que d'essayer de lutter à savoir lequel des 2 groupes a raison. Parce que les deux groupes sont d'accord sur une chose. Il y a du racisme au Québec, puis c'est assez. On ne veut plus tolérer ça, puis on veut travailler à ce qu'il n'y en ait plus de racisme au Québec. Bénédicte Lebel, TVA. Bonjour, Monsieur Legault. Début octobre 2019, vous vous êtes excusé auprès des Autochtones, notamment à la suite de la commission Vient. Ça fait quand même plusieurs mois. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a changé? Quelles actions précises ont été posées depuis? Sylvie? Bien, en fait, depuis le dépôt des 2 rapports, le premier, c'est à l'NFADA, et qui a eu 1 an le 3 juin dernier, le 6 juin dernier, et le rapport vient. Depuis les 2 dépôts des 2 rapports, ce que nous avons fait, c'est 5 rencontres. 2 rencontres politiques qui étaient avec les chefs autochtones pour qu'on puisse travailler ensemble à trouver des avenues pour prioriser les actions, les appels à l'action. Vous comprendrez que l'NFADA a 21 recommandations spécifiques au Québec, qui sont les appels à la justice. Et les appels à l'action, il y en a 230 quelques recommandations. Et donc, il y en a quelques-unes. D'ailleurs, les excuses du premier ministre ont été faites. La reconnaissance des droits des peuples autochtones, ça a été fait. Des rencontres vont se poursuivre. Il faut imaginer là, que pendant la pandémie, on a mis un frein un peu aux rencontres administratives, mais on est à la 5e rencontre et ça va très, très bien à travailler avec eux pour justement là, prioriser les actions que nous allons prendre comme gouvernement. Naturellement, ça fait partie aussi, le racisme fait partie de ces 2 rapports et donc on va travailler en collaboration, les 7 du groupe là, sur ce dossier-là. On va prendre la prochaine question. Oui, alors bonjour et félicitations Madame Nadine et Lionel Carman que j'ai connu très jeune, Franz André. Monsieur Legault, félicitations pour votre programme de 10 000 formations. Je suis ici pour représenter Madame François Marcelin François, et tous les anges gardiens qui comptent sur vous, Monsieur Legault, pour prendre peut-être dans votre 8000 personnes que vous allez engager, peut-être ces demandeurs d'asile, ces anges gardiens qui travaillent dans les résidences privées, les anges gardiens qui sont des agents de sécurité, qui travaillent dans les stades de dépistage et qui comptent sur vous. Vous avez lancé un projet de 10 000 emplois et malheureusement, ces anges gardiens n'ont plus d'ailes à voler parce qu'ils ont été déçus.
Alors j'espère, Monsieur Legault, si vous voulez, venez avec moi. Je côtoie ces gens-là 24 heures par jour, 7 jours par semaine depuis 3 ans. Venez avec moi, venez ressentir la détresse. Venez, monsieur, dans les hôpitaux, les gens qui n'ont même plus envie d'aller travailler parce que justement l'annonce ne les inclut pas. Il y a une forme de discrimination. Donc j'aimerais entendre, s'il vous plaît. Et Madame Marcelin, présentement, est dans une chambre, dans son appartement de 4,5 avec ses enfants parce qu'elle n'arrive pas à vivre dans l'ensemble. Elle est avec ses 3 enfants et elle a été laissée pour compte. Alors j'aimerais savoir si vous avez un programme pour justement ces femmes d'anges gardiens dont son mari est présentement enterré en terre québécoise. Oui. Bien, écoutez, comme on l'a dit, avec le gouvernement fédéral, on était content de voir qu'il y avait une ouverture du côté du gouvernement fédéral pour qu'on accepte comme immigrants ces personnes qui sont venues nous aider dans les CHSLD pendant la crise des derniers mois. Donc, ça, c'est un dossier. Les formations, vous le savez, on a eu plus de 80 000 demandes. On s'est donné un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il y avait le diplôme de secondaire 3. Il y a des personnes un peu de toutes les communautés qui font partie de ces 10 000 étudiants qui commencent leur cours. Mais il faut séparer les deux dossiers. Accepter comme immigrants ceux qui ont déjà travaillé, c'est une chose. Choisir 10 000 personnes parmi les 80 000 applications, c'est une autre chose. Prochaine question. Bonjour à tous, Dominique Scali du Journal de Montréal. Une question de type un peu on jase pour M. Legault. Si on prend au Québec une personne autochtone, une personne noire, une personne blanche, qui sont nées dans les mêmes conditions socio-économiques, diriez-vous qu'ils risquent d'avoir les mêmes chances dans la vie de faire face aux mêmes obstacles et les mêmes chances de réussite? Bien, écoutez, ça s'applique à beaucoup de gens. Moi, je pourrais vous dire qu'une personne qui est née à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans un milieu ordinaire comme moi, par rapport à une personne qui est née à Westmount ou à Outremont, il y a toute une différence. Moi, j'ai eu la chance, grâce à l'école, de pouvoir faire mon chemin dans la vie, mais effectivement, il y a encore du travail à faire pour certaines personnes qui sont nées dans des milieux moins favorisés. Donc, il faut être prudent quand on répond à cette question. C'est des gens qui sont nés dans les mêmes milieux, dans le même niveau de favorisation. Bien, écoutez, ça fera partie des études, là, puis ça fait partie aussi je pense qu'il n'y a pas juste une réponse. Lionel pourrait donner sa réponse, je ne sais pas. Moi, je pense que les gens sous-estiment une chose qu'on a au Québec, c'est l'accès à la santé puis l'accès à l'éducation. Ça, c'est majeur dans le devenir puis dans les déterminants sociaux de la santé de la population. Ça fait une grosse différence pour tout le monde ici. Il faut penser à ça. Je comprends qu'il y a plusieurs systèmes, que les gens pointent du doigt plusieurs systèmes, mais l'accès aux services de santé puis l'accès à l'éducation, même aux services de garde, c'est majeur pour le devenir de la population. Prochaine question. Hi, Jayla Bernstein with CBC. I don't know if there are other English journalists here, if I could... Yes, they are, and I think we're just going to finish with the French questions first. Oh, yeah, go ahead, Yep. go ahead. Prochaine question, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Alors, santé publique, on a appris aujourd'hui qu'on allait permettre les rassemblements de 50 personnes et moins. Est-ce que ça ouvre la porte, par exemple, aux lieux de culte, les bars? Qu'est-ce que vous pensez quel bilan faites-vous aujourd'hui? Vous en avez parlé un petit peu au début là, de la propagation du virus en ce moment. Bon, écoutez, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, est-ce que c'est cohérent d'ouvrir tel groupe de 50 puis pas tel autre groupe de 50? Je pense que l'idée de la santé publique, puis comme je l'ai dit, depuis le début, on suit les recommandations de la santé publique, c'est d'y aller graduellement, sans vouloir créer de faux espoirs. Moi, j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, que la santé publique devrait être capable de déconfiner pas mal tout prochainement. Mais ils veulent y aller graduellement, parce qu'ils veulent voir si le déconfinement qu'on fait, ça a des résultats, entre autres, sur les hospitalisations. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'on dise on en fait une partie, après on regarde les résultats, on en fait une autre partie, mais moi, je suis le premier à souhaiter qu'on revienne le plus vite possible à une vie normale, puis ça inclut dans les lieux de culte. On va prendre la prochaine question.
Bonjour. De la presse, je m'adresserai aux deux coprésidents. Est-ce qu'il y a pour vous une action ou des actions qui vous semblent vraiment prioritaires, là, que vous voulez absolument, dès le début de l'automne, changer? Bien, en fait, la raison de mettre sur pied le groupe d'action contre le racisme, c'est justement d'identifier quels sont les secteurs dans lesquels on veut mettre en place des actions prioritaires. Et c'est avec le groupe avec lequel on va travailler et les gens qu'on va rencontrer aussi, qu'on va pouvoir déterminer non pas seulement quels sont ces secteurs, mais comment on doit agir dans ces secteurs-là et quelles actions on va mettre en place avec des obligations de résultats aussi, parce que c'est surtout ça qu'on veut faire. Mettre des actions en place, mais aussi avoir des obligations de résultats vis-à-vis de ces actions-là. Fait que pour l'instant, bien, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple parce que justement, c'est pour ça qu'on crée ce groupe-là. C'est à partir du groupe qu'on va faire justement les différentes analyses, on va faire des consultations privées. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment déterminer ce sur quoi on peut agir de façon prioritaire et ce sur quoi on veut agir de façon prioritaire pour éliminer le racisme, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de racisme. On va passer à une question. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ouais. Moi, étant un peu biaisé, homme noir ayant grandi au Québec, moi, je pense que la première chose que moi j'aimerais discuter, ce serait le profilage racial. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir des solutions et des solutions qui ont été proposées. C'est sûr qu'il faut prioriser, comme dit ma collègue, là, les différentes choses, mais personnellement, moi, ce serait un des points importants pour moi. Merci. J'en ajouterai un autre, si vous voulez. Wow. Allez-y donc. L'emploi. Ça n'a pas de bon sens, les taux de chômage chez les minorités visibles. Ça n'a juste pas de bon sens, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, ça, il faut agir de ce côté-là. Comment? Là, ça sera au groupe à le faire. Mais moi, je dirais là, que les taux de chômage hyper élevés chez les minorités visibles, chez les Autochtones, il faut s'attaquer à ça. Puis j'en rajouterai. Allez-y. On a du travail. En fait, il y a des gestes qui ont été posés justement en rapport avec les deux rapports qui avaient été déposés, où il y a des gestes qui doivent être posés en collaboration avec les Autochtones, mais il y a des gestes que le gouvernement doit faire. Et je prends la balle au bon pour faire une annonce à tous les fonctionnaires du Québec qu'il va y avoir un webinaire pour sensibiliser les fonctionnaires du 15 au 19 juin. Alors, je leur recommande fortement de suivre ce webinaire-là. Ça va leur donner de l'information sur les mythes et réalités des Premières Nations et des Inuits. Donc, déjà ça, c'est un geste concret qu'on est en train de faire. Et que je dois aussi vous dire que ça commence aussi par les cabinets. Et moi, à l'entrée du gouvernement, ma priorité était de monter un cabinet qui était 50% d'Autochtones et on a réussi. Donc, on montre l'exemple. La première chose qu'on doit penser, c'est est-ce que les gens sont qualifiés et ils le sont. La deuxième, pour moi, la deuxième raison, c'était aussi d'avoir des gens qualifiés, mais autochtones. Donc, c'est fait et on montre l'exemple comme ça. C'est des gens avec lesquels je travaille, c'est que des femmes. J'en suis très, très fière. Donc, c'est des gestes qui sont déjà posés, mais on ne s'arrête pas là, il faut continuer. Nadine. Oui. Je vous laisse la parole, dans le fond. Mais non, ce qui est important aussi pour moi, c'est, je reprends un petit peu ce que c'est lui disait, je regarde mon ministère. Et dans les ministères, là aussi, il faut qu'on donne l'exemple. Et je pense que c'est le premier endroit où on doit donner l'exemple. Moi, j'ai commencé avec les femmes il y a un an et demi quand je suis arrivée. Maintenant, on a une majorité de femmes dans nos délégations comme chef de poste à travers le monde, alors que ce n'était pas du tout le cas quand je suis arrivée. Donc, il faut qu'on fasse vraiment pas à pas. Et c'est en mettant des mesures, en mettant des actions concrètes qu'on est capable d'y arriver. Puis, je pense que les ministères devraient donner l'exemple, en fait. Merci. Donc, on va passer en anglais. Hello again. I just wanted a point of clarification and then an actual question. I just wanted to make sure, and correct me if I'm wrong, are there any representatives on this working group who are Indigenous? No. But they are first the minister in charge and the policeman who used to work with Indigenous people, but all these people are MNAs. So unfortunately, we don't have any MNAs that are coming from First Nation
at the National Assembly. And so my question is just, I'm wondering what kind of message you think that might send to people. We hear a lot of complaints, especially about racial profiling, injustices in the justice system. And I'm just wondering what kind of message it might send, do you think, to have police officers, former police officers on this working group and no Indigenous people? Okay. But first, we will consult Indigenous people and groups. And I think it's important that we come very fast with some recommendations of action. And I think that we thought about the possibility of having a public commission, but it would have taken 6 to 12 months just before receiving recommendations. And I'm a guy who would like to see action before Christmas. We'll go with the CTV. Hi, good afternoon. Amanda Klein with CTV. Mr. Legault, you said earlier that some Quebecers have different definitions of systemic racism. There's some people that think it's one thing and others who think it's something else. So I'm wondering what your definition of systemic racism is. Okay, my definition of systemic racism is that there's a system in Quebec of racism. And I don't think that there's a system. I know that some people, they think that systemic means something else. So that's why do we have to fight for months about one word instead of fighting together against racism? We'll take the next question from Canadian Press. Good afternoon. Bill 21. There was a protest yesterday against Bill 21 in Montreal in front of your Montreal offices. Without getting into too many details, Okay, sorry. Without getting into too many details, we know that Bill 21, it excludes certain people based upon who they are, their faith, from entering positions of power in Quebec. The protesters yesterday said that Bill 21 enforces systemic racism because it disproportionately affects racialized people. Can you explain why you think? Can you explain why you think the bill is not an example, at the very least, of institutional discrimination in this province? Okay, how do we say laïcité in English? Secularism? Secularism. For me, secularism is not racism. That's it, that's all. So we cannot mix the Bill 21 and fighting against racism. Bill 21 is about secularism. And it's good for everywhere in the world, whatever is the color of the people. So secularism is not racism. We'll go with Montreal Gazette. Next question. Yeah, go ahead. Montreal Gazette. Good afternoon. A question for Madame Giraud and Monsieur Carman. Do you agree with the Premier's definition of systemic racism, and do you think systemic racism exists in Quebec? I think that Quebecers are a very open population, but I think, yes, that there is racism in Quebec. And that's exactly what we're going to work on in this group. I'm not going to start defining or fighting against and trying to find a definition that that's acceptable for everybody around systemic racism, because I think we're going to lose precious time that we could put into defining what we need to do, defining what we want to do, putting the actions in place and getting results on those actions. So for me, I want to fight racism. I have been victim of racism during my career. Ask me which type of racism. For me, it's racism, period. Next question. I totally agree with this, what you just said. We'll go with the next question. Hello, Gloria Enriquez with Global News. Mr. Legault, were you surprised by any of the findings in the report that was released today looking into systemic racism? First, to be honest, I didn't have the time to read it. I will read it, but I didn't have the time to read it. But again, I'm not surprised to hear that there is some racism in Quebec. So we know that the unemployment rate is very high, too high in Quebec for black people.
And we know also that we have to settle some problems with the police people. We know that we have a lot of work to do. So in this way, from what I read in the media since this morning, I do agree. We'll take a last one. Go ahead. Clarification. Essentially, it says that there is a problem with systemic racism in the Montreal governance structure. I disagree with the definition of a systemic racism. And that the first step in addressing it is to acknowledge it. But I think we have to acknowledge that there is racism. Thank you. Merci. Merci tout le monde. Oui, j'invite